Eh bien, bonsoir à tous ceux et celles que je connais et à tous ceux et celles que je ne connais pas. Je suis Jacques Salzer, coordonnateur de cette soirée. Pourquoi? Peut-être parce que j'ai co-créé en 1999 la formation Les pratiques de médiation au CNAM, qui continue toujours et que Laure Verrier va vous présenter. Donc, justice restaurative, j'ai eu quelques expériences dans le cas de médiation pénale ou en prison une fois. Comment se déroule cette soirée? Je rappelle qu'elle concerne, à partir d'une situation grave qui va nous être décrite dans un film, toutes les situations de justice restaurative, du vol à l'arraché à l'assassinat, et sur lequel il y a eu des expériences remarquables qui vont sans doute vous être présentées. Il y aura successivement les bienvenus des organisateurs. Il y aura la place au film. Et pendant tout ce temps, vous pouvez dès maintenant poser vos questions. Sur votre écran, il y a une rubrique « Posez vos questions ». Ça peut être des questions de très brefs témoignages. Je crois que vous êtes plusieurs centaines, donc on ne pourra peut-être pas tout traiter, mais on traitera au maximum dans le temps du débat, après les témoignages des personnes qui représentent des organisations actives dans ce domaine. Je propose de donner la parole successivement à Laure Verrier, Didier Morfois, Jeannie Bugnon, organisateur, et enfin Mayana Bideguin avant le film. Vous pourrez quitter votre ordinateur et revenir à 20h30 si vous avez déjà vu le film. Laure Verrier. Merci Jacques. Coordinatrice des pratiques de médiation au CNAM. Merci Jacques. Bonsoir à tous. Alors, au nom du Conservatoire national des arts et métiers de Paris et de l'association Médiation Plurielle, qui est une association qui a été fondée par les auditeurs, les anciens auditeurs qui ont suivi la formation du CNAM, je souhaite en premier lieu remercier vivement Jeannie Bugnon, qui a initié et fortement soutenu cette soirée, et Vincent Cousin en particulier, qui est aux manettes de l'organisation technique, sans qui cette soirée n'aurait tout simplement pas pu avoir lieu. Voilà. Alors, en quoi la justice restaurative, réparatrice, diront d'autres, est particulièrement importante pour nous au CNAM et ce soir, mais il me semble que le CNAM a toujours contribué à donner une place, à faire vivre, je le dirais comme ça, une approche plurielle de la médiation, une approche plurielle de la justice. Alors ce soir, nous allons accorder une place en particulier à ces lieux, ces espaces, ces moments qui, au-delà des actes commis, des actes répréhensibles, des étiquettes qui enferment, des mots qui stigmatisent, je mettrai aussi celui de victime parmi ceux-là, victime, agresseur, monstre. Au-delà de ces mots, ouvrir la voie à la reconstruction, ouvrir la voie au lien, ouvrir la voie à la restauration de la dignité, et par là même contribuer à une société qui encourage la paix, et une société qui peut-être accepte aussi qu'il y ait une part d'ombre en chacun de nous, et une part d'ombre dans chaque société. Alors voilà, ce soir, ce sont ces espaces-là qui sont à l'honneur, grâce à vous notamment, Mayana Bideguin, que je remercie pour votre film que vous allez nous proposer. Merci. Merci. Nous passons à Didier Morfois, qui préside l'Association nationale des médiateurs ANM. Didier. Voilà, bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis le président de l'Association nationale des médiateurs, qui est une association ancienne. On a fêté il y a quelques années nos 25 ans et on attache beaucoup d'importance à l'existence d'une parole, à la restauration d'une parole. On a tous conscience dans ce moment très difficile qu'on traverse, tous et toutes ensemble, un moment de peur,
de violence, où il y a une demande qui part du fond du pays de plus encore de sanctions que ce qui existe aujourd'hui. C'est incroyable, mais c'est vrai, ça monte de partout. On accorde une importance chez nous très forte à la construction du commun. Et la première chose, dans cette société très brisée qu'est la nôtre, c'est comment on fait surgir la parole. On y attache beaucoup d'importance à l'ANM puisque autour de cet écran, j'ai la chance d'avoir la créatrice de la commission de justice restaurative qui est Janie, accompagnée d'Agnès, que je salue aussi. Donc voilà, on attache beaucoup d'importance à ce thème. Comment on peut créer une parole entre la part d'ombre et puis essayer de déplacer cette violence qu'on sent monter dans notre société. Je serai amené tout à l'heure à voir comment on peut peut-être étendre ces pratiques au monde privé, au monde de l'entreprise, au monde des administrations, pas uniquement dans le cadre de la réparation du crime ou du délit. Je vous remercie. Merci beaucoup Didier Morfoas. C'est une bonne transition pour Janie. Alors Janie, qu'est-ce que c'est que cette justice restaurative? Bien des gens ne la connaissent pas. Alors je vais faire d'abord un bref retour sur le passé. C'est sous l'impulsion de Robert Badinter, qui était alors garde des Sceaux, que fut créée en 1983 à Paris la première structure d'aide aux victimes et de médiation pénale, dont la responsabilité fut confiée à Jacqueline Morino, la fondatrice de la médiation humaniste en France. Jacqueline Morino raconte que les premiers cas envoyés en médiation émanaient de la section du parquet qui recevait les plaintes pour violence. Or, Jacqueline Morino avait rencontré la violence en Angleterre, où elle avait travaillé dans un centre qui accueillait des jeunes sortant de prison. Elle savait que pour rencontrer la violence, il fallait donner la parole à la souffrance. Et c'est ainsi que s'est développée la médiation humaniste qui s'inscrit dans une démarche restaurative. Il s'agit de créer un espace qui permette, comme la tragédie grecque, de relier la violence à la souffrance et de rencontrer la violence en donnant la parole à cette souffrance, pour essayer de s'en libérer et de pouvoir être restauré dans son humanité. Alors, la médiation pénale a été introduite dans la législation française en 1993, c'est-à-dire 10 ans après les premières expériences. C'est une alternative aux poursuites qui est proposée par le procureur de la République. C'est donc une réponse pénale dans le cas de délits de gravité faible à moyenne et dont le succès ou l'échec influence la procédure pénale. Il en va très différemment de la justice restaurative qui a été introduite dans la législation en 2014. Et je vais donner 2 exemples de modalités d'application de la justice restaurative que je prends dans les pays donc, hors de France. D'abord le Québec, les rencontres détenus-victimes. Ce sont des rencontres entre des détenus et des victimes qui ne se connaissent pas, mais qui ont commis ou subi des infractions similaires. Et ces rencontres ont lieu avec la participation de membres de la communauté. Alors, l'infraction ici n'est pas seulement considérée comme un acte qui enfreint la loi, mais comme un acte qui a des répercussions, qui engendrent des souffrances, non seulement sur les personnes directement impliquées, comme la victime ou l'auteur, mais sur leurs proches et la communauté à laquelle ils appartiennent. Le seul objectif de ces rencontres, c'est la rencontre elle-même, c'est-à-dire offrir un espace de parole et d'écoute qui peut conduire à un apaisement. Et si j'ai parlé des rencontres québécoises, c'est qu'en France, les mesures les plus représentées sont les rencontres détenus-victimes, auxquelles il convient d'ajouter les rencontres condamnés-victimes. Alors, les détenus étant les personnes qui purgent leur peine en milieu fermé et les condamnés, celles qui purgent leur peine en milieu ouvert. Donc, ces mesures sont complètement autonomes par rapport à la procédure pénale et ne l'influencent pas. Donc, il y a une volonté d'étanchéité totale entre la justice restaurative et la procédure pénale en France. Alors, le deuxième exemple que je prendrai est en Belgique, où je vais parler des médiations pénales victimes-auteurs telles qu'elles ont été introduites dans la législation belge en 2005. Donc, ces médiations peuvent avoir lieu à n'importe quel stade de la procédure et quelle que soit la gravité de l'acte commis.
Donc, c'est la même chose que pour les mesures de justice restaurative en France. Mais la grande différence avec la France, c'est que les participants en Belgique peuvent être amenés à négocier certains points, par exemple des dommages-intérêts pour la victime, et à les communiquer au juge qui en tiendra compte. Et ce faisant, donc, elles peuvent infléchir la procédure pénale. C'est donc différent de la France. Donc, on voit que l'articulation entre la justice restaurative et la procédure pénale varie d'un pays à l'autre. Merci, parfaitement dans les temps. Eh bien, il m'a été demandé, mais je crois que je l'ai fait au début, de vous dire un peu l'organisation, puisque bientôt Maïté va présenter ce qui l'a amené à faire ce film et ce qu'elle souhaite dire avant le film. Et vous tous pouvez, je le rappelle, inscrire vos questions, vos brefs témoignages. On ne pourra pas parler de tous, qui seront rassemblés par Agnès Main-Pires. Et ça fera place, après le film, au débat suite à un tour de table des personnalités ici présentes. Et puis, nous tirerons les conclusions pour l'avenir. Voilà pour moi, Maïté. Mayana. Mayana. Mayana Les mauvaises habitudes, les réflexes, c'est comme ça. Donc oui, bonjour à tous et merci à Janie et merci aux organisateurs de cet événement de m'avoir proposé de participer et de montrer mon film. Alors ce film, c'est quoi en fait? Ce film raconte mon histoire, mon expérience de la justice restaurative et notamment de la rencontre en médiation directe. J'ai été victime dans mon enfance d'un viol. Mon agresseur était quelqu'un que je ne connaissais pas. J'ai eu la chance à l'époque de pouvoir en parler tout de suite à mes parents et cette personne a été retrouvée et a été condamnée. Et j'ai bâti toute ma vie sur le souvenir de ce trauma, mais avec l'impression que la justice avait suivi ses rails de la meilleure manière possible. J'ai pas eu beaucoup à l'époque d'accompagnement pour ce qui est de la construction en tant que personne, en tant que victime. Mais tout d'un coup, bien plus tard, en 2013, je suis tombée complètement par hasard sur un article de journal qui citait le nom de la personne qui m'avait agressée et qui était à nouveau en procès pour des faits similaires suite à sa libération. Et ça a fait effondrer. Combien d'années pourriez-vous nous préciser quelle condamnation il y a eu? Il avait eu une condamnation pour 10 ans de prison. 10 ans de prison, merci. Voilà. Et donc, quand j'ai découvert ça, j'avais déjà entendu parler, je vous en parlerai plus tard, de la justice restaurative. Et à partir du moment où j'ai lu cet article, à partir du moment où toute une partie de ma réalité s'était effondrée, et je me suis dit, mais si la justice a fonctionné et pourtant ça recommence, ça veut dire que ça n'a pas vraiment fonctionné. Ça m'a mis face à beaucoup de choses que j'avais étouffées pendant une longue partie de ma vie. J'ai décidé, d'une manière ou d'une autre, un jour, je vais trouver cette personne et je veux lui parler. Et comme je connaissais la justice restaurative, j'ai tout de suite mis en place, petit à petit, les pas qui m'ont permis de mener à bout ce chemin. Le film raconte cette histoire, raconte mon approche, mon témoignage, mes doutes aussi, parce que ce n'est pas une démarche qui est anodine. Et à chaque étape du voyage, il y a pu en avoir des doutes. Celle de mon entourage aussi. Et puis, en fait, j'ai eu besoin aussi, à un moment donné, de confronter mon vécu à celle d'autres personnes qui étaient passées par d'autres expériences au Canada, au Québec, des personnes qui ont participé à d'autres formes de rencontres et de justice réparatrice, comme ils l'appellent là-bas. Et ce film retrace aussi ces rencontres avec ces personnes-là jusqu'à la fin. Donc, je n'en dirai pas plus pour le moment. Et je serai ravie par la suite d'échanger avec vous sur à la fois ce qui a été mon vécu, la réalisation du film et les enjeux de la justice réparatrice. Merci Mayana. Il me semble important de rappeler à nos centaines de participants que ces choses-là ne se font pas toutes seules. C'est pas « je veux rencontrer mon agresseur ». Tout ceci appelle une préparation de l'agresseur ou même de quelqu'un qui est en prison, qui est condamné pour assassinat, ça arrive, ça se prépare. Et ce n'est
qu'après un long temps, je crois plusieurs mois dans votre cas, de préparation, quand les personnes sont prêtes à se rencontrer, que l'on peut assurer, surtout pour des situations graves, une rencontre fructueuse pour que chacun raconte ce qui s'est passé pour lui, que celui qu'on qualifie ou celle que l'on qualifie victime comprenne ce qui est arrivé à l'agresseur et celui-ci comprenne les conséquences qu'il y a eu sur la personne qu'on a appelée victime. Mais c'est entre êtres humains que cela se passe. Place au film. En 2014, la réforme pénale a ouvert la porte à la justice restaurative. Cette approche permet aux victimes et aux agresseurs qui le souhaitent d'entamer un dialogue. Ce matin, je suis en route pour rencontrer O, l'homme qui m'a violée il y a 33 ans. Si tu veux réagir, tu peux le faire. Oh, réagir. Je peux déjà dire effectivement quelques mots par rapport au film que vous venez de voir, mais là, je vais juste recadrer peut-être un petit peu, donner quelques petits éléments. Tout d'abord, je voulais mentionner tout à l'heure qu'en fait, j'avais déjà entendu parler de justice restaurative et effectivement, en fait, la justice restaurative, c'est quelque chose que j'avais découvert bien avant de faire ce film-là. Un peu par hasard, j'avais fait un autre film, mon premier film documentaire qui parlait de l'histoire de ma famille, du vécu de ma famille en Uruguay, pendant la dictature militaire en Uruguay. Et il se trouvait que pour les besoins de ce film-là, j'ai été appelée à rentrer en communication avec une personne, un militaire, qui avait été le tortionnaire de mon père. Mon père avait été un syndicaliste engagé, activiste contre le gouvernement autoritaire dans les années 70 en Uruguay. Et pour les besoins du documentaire, pour savoir ce qui s'était passé dans le cadre de ma famille pendant la dictature, j'ai voulu avoir pas seulement le témoignage de mon père et de mes oncles et tantes, mais j'avais aussi cherché à entrer en communication avec cette personne-là. Et j'avais enregistré cette conversation un petit peu hallucinante que j'avais pu avoir avec ce militaire. Et cette conversation que j'avais enregistrée, dans laquelle tout de suite, dès le départ, il m'a clairement identifiée comme étant la fille de Jean-Paul Bidegain, et donc la personne non seulement qu'il avait connue dans les geôles des prisons d'Amérique du Sud, mais auparavant, bien avant que lui-même soit militaire, il l'avait connu parce que mon père avait été... il avait été prêtre ouvrier et il avait été enseignant dans une école catholique et cette personne qui l'avait torturé, il se trouvait être parmi les jeunes de ce collège catholique à Salto. Et la conversation que j'ai eue avec cette personne, du coup, était très surprenante parce que moi, je suis vraiment allée pour voir comment son côté des choses sur ce qu'avait été la dictature militaire et la relation personnelle, du coup, qu'il avait avec mon père. Et cette personne était extrêmement, finalement, sympathique. On a demandé des nouvelles de mon père et à dire « j'espère qu'il va bien », et tout en se justifiant complètement sur celle qui avait été son attitude à lui en tant que tortionnaire, en tant que militaire, et en disant en gros qu'il n'aurait pas pu faire autre chose quoi qu'il arrive. Et cette conversation, je l'avais enregistrée, je l'avais par la suite passée à mon père pour voir sa propre réaction. Et suite à cette scène-là, cette scène très forte du film qui s'appelle Secretos de Lucha, Secrets de combat, des personnes qui avaient vu ce film, notamment un certain Robert Cario,
m'avait proposé de venir montrer ce film et débattre sur la justice restaurative, que je ne connaissais pas du tout à l'époque, on parle de 2008, à Pau, à l'université de Pau, de présenter les enjeux de la justice restaurative, notamment dans son utilisation au sein de conflits, de pays qui ont connu le conflit, des guerres civiles, etc., comme dans le cas du Rwanda ou de l'Afrique du Sud. La justice restaurative étant utilisée là vraiment pour construire un après, en mettant à nouveau, en libérant la parole et des victimes et des bourreaux, et en essayant de surmonter le traumatisme de ce qu'avait été la guerre civile. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai découvert le concept de la justice restaurative, mais de là à penser à me l'appliquer à moi-même, il y avait un fossé énorme, parce qu'une chose, c'est une guerre civile dans laquelle les populations peuvent être embarquées, mais de manière massive, à être dans un groupe contre un autre groupe. Mais une justice, enfin là, dans le cadre d'une personne, d'un agresseur identifié par rapport à un crime civil, et une petite fille que j'étais, c'est vrai que je ne m'étais pas posé la question de la transposition pour moi de cette justice restaurative, même si je comprenais déjà à l'époque que potentiellement ça pourrait être faisable. Mais ce n'était pas encore passé dans la loi française. Là, c'était en 2008 que nous avions parlé de cette possibilité-là. Et c'est donc en 2013, quand moi j'ai entendu parler, quand j'ai découvert, quand j'ai retrouvé la trace, mais complètement par hasard, encore une fois, de mon agresseur, je me suis posé la question, est-ce que la justice restaurative a avancé en France? Où en est-on? Et effectivement, cette rencontre, comme vous l'avez si bien dit, Jacques, je ne voulais pas la faire par mes propres moyens, non sécurisés, sans savoir où j'allais. J'avais aussi envie d'être accompagnée dans cette démarche parce que je me disais que c'était une démarche... oui, on va dire les mots. Au départ, je pensais que ça pouvait être une démarche casse-gueule qui pourrait, moi, me fragiliser. Et c'est, je pense, la première réaction qu'on peut avoir. Mais je voulais la faire, cette rencontre. Je voulais la faire parce que j'avais trop de questions. J'avais jamais eu le droit de poser ces questions, surtout pas à lui directement. Je n'avais jamais eu ce face-à-face, puisque quand j'étais petite fille, je n'avais pas été présente au procès. Et donc, je voulais, moi, adulte, avoir enfin au moins des éléments de réponse pour comprendre ce qui s'était passé. Et lui donner aussi, j'étais vraiment aussi curieuse de lui, curieuse dans le sens où je voulais comprendre ce qu'il était advenu de cette personne-là, parce que des années durant, il avait été comme un fantôme qui se construisait dans un coin de mon inconscient, et je voulais confronter du coup ce fantôme et la réalité, et comprendre ce qui s'était passé pour lui, est-ce qu'il avait récidivé, pourquoi il a été jugé coupable pour ces agressions dont je parlais en 2013, et qu'il me dise, non seulement par rapport à moi, mais par rapport à lui, la personne qu'il était devenu, et qu'est-ce qu'il envisageait pour lui, pour plus tard. Moi, j'avais besoin de ça aussi, en gros aussi pour essayer de reconstruire ma propre confiance par rapport à la vie, par rapport à la société, par rapport à la justice. Alors, ça fait beaucoup de choses, mais en gros, c'était ça, la démarche de la justice restaurative que j'ai essayé de mettre en place donc dès 2014. Alors, ça a pris beaucoup de temps, effectivement, puisqu'à l'époque, c'était le tout début de la justice restaurative avec la création de l'IFJR notamment. Et mon processus a été très long, puisque j'ai commencé les premières rencontres avec ma médiatrice. Je l'ai rencontrée en fin 2016. Le processus a vraiment commencé au début de l'année 2017, et j'ai eu plusieurs comme ça rencontres avant d'aboutir à la première rencontre qui a eu lieu en fin 2017. Donc, tout ça, c'était pour introduire. Merci infiniment, Mayana Bidegain, ce qui nous fait la transition pour aller vers Christiane Legrand et Hélène Squelbut, qui justement travaillent à l'Institut français de justice restaurative. Bonsoir. À vous de jouer. Je vais commencer. Donc, moi, je suis Christiane Legrand. Je ne travaille pas vraiment. Je suis vice-présidente de l'Institut français pour la justice restaurative, donc bénévole. Et donc, on s'était déjà rencontré avec Mayana lorsqu'elle avait présenté son film à Paris. Mais j'étais très contente de le revoir à nouveau ce soir. Et j'ai éprouvé les mêmes émotions que la dernière fois.
personnellement, moi, j'aimerais réagir plutôt en tant que parent à cette notion de silence. Parce qu'il était clair que, Mariana, tu t'es entourée avec une famille aimante, mais on retrouve toujours ce silence. Et j'ai noté que ta maman disait tout à l'heure une phrase où elle disait qu'elle avait voulu être délicate de ne pas t'en reparler. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on entend souvent, c'est-à-dire que malgré tout, quel que soit l'entourage, euh, c'est très difficile de reparler pour les personnes qui sont autour parce qu'on a peur de blesser. Et par contre, la personne à qui c'est arrivé, il y a cette espèce de solitude malgré tout par rapport à cet acte qui est lourd et qui fait que lorsque j'écoute des personnes victimes parler de leur expérience, c'est très souvent ça qui revient, c'est-à-dire qu'elles le portent toutes seules et l'entourage a du mal à participer, à savoir sur quel pied danser, j'ai envie de dire. Et voilà, j'ai pas de solution non plus, peut-être que toi non plus, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me touche parce que je me dis que si j'étais dans cette situation-là, je serais tout aussi démunie que tes parents ont pu l'être. Ce que je voulais dire en tant que membre de l'IFJR, c'est que ce documentaire, il est arrivé à un moment où nous avions eu assez souvent des demandes pour pouvoir témoigner de ce qui se passait en justice restaurative, d'être présent, d'assister, de filmer. Et c'était vraiment une crainte de tomber dans le voyeurisme parce que c'est quand même pas facile de ne pas préserver la confidentialité. Et ce qui s'est passé là, c'est que justement, ça a permis pour une fois de pouvoir présenter de manière très personnelle et avec un travail avec beaucoup de délicatesse, de s'appuyer sur ce travail pour rendre intelligible la démarche de justice restaurative et de la rendre visible au public. Donc, merci beaucoup. Et c'est vrai qu'on a déjà utilisé à plusieurs reprises ce documentaire pour la semaine de la justice restaurative. Et c'est vraiment un moyen de donner vraiment vie à ce qui peut, à la force de cette justice restaurative. Et merci beaucoup. Merci Christiane Legrand. Héloïse, qui travaille aussi, ou qui est membre de l'Institut. Oui, merci beaucoup. Et oui, également, comme Christiane, j'avais pu voir ce film à l'occasion de l'avant-première où Mayana était présente et où moi je l'avais rencontrée pour la première fois, parce que c'est une de mes collègues qui a pu animer cette médiation. J'essaierai, enfin, ce qui m'a marqué, moi, dans ce film, peut-être au-delà de tous ces témoignages qui sont extrêmement touchants, mais si j'essaie de ressortir des choses avec un angle professionnel, je dirais que, premièrement, c'est la discrétion du rôle de l'animatrice, que ça soit un parti pris de la réalisation ou une contrainte, peu importe, je dirais. Je trouve que cette présence extrêmement discrète de l'animatrice dans le film symbolise bien l'humilité et la discrétion qui doivent caractériser la posture de celui ou celle qui anime justement la médiation restaurative. En effet, dans ce dispositif, toute la place est pour les personnes. Les personnes sont au cœur et au centre du dispositif et c'est leur démarche. Et donc en cela, voilà, je trouve que c'est, comme je le disais, je ne sais pas si c'est un parti pris ou quoi, mais je trouve que ça correspond bien à quelque chose qui correspond à la posture de l'animateur de médiation restaurative. Deuxièmement, un autre petit point, je dirais que s'il y a différents égards, la posture de la personne auteur parfois peut surprendre ou parfois peut-être un tantième être mal à l'aise. J'avais pu en parler avec des gens qui l'avaient vu. Je trouve que ce film montre que ça ne constitue pas forcément un problème pour l'accompagnement sécurisé d'une personne victime. Et d'ailleurs, le témoignage de Mayana en témoigne directement. Pourquoi ça n'insécurise pas? Dans ce sens où ça peut s'expliquer entre autres par la spécificité de l'approche relationnelle qui caractérise la posture de l'animatrice. Cette approche peut être en quelque sorte qualifiée
d'antimodèles par les Québécois. D'ailleurs, on le voit, notamment celui qui a pratiqué et théorisé cette approche relationnelle, c'est Serge Charbonneau, dont Mayana est allée à la rencontre directement au Québec. Et cette approche relationnelle s'inspire de différents courants qui traversent la médiation, mais elle s'en distingue aussi en mettant de côté les techniques traditionnelles de communication et de médiation. Donc, le professionnel accompagnant une demande de médiation restaurative vient baliser avec les personnes, et donc là, Mayana d'un côté, avec l'auteur de l'autre, vient baliser leur démarche. On l'a dit, et dès l'introduction par M. Jacques Salzer, via des entretiens individuels notamment, mais à travers aussi une élaboration sur la correspondance des attentes des personnes et un travail aussi sur, comme on l'a vu, qu'il pourra en tirer en dépit parfois des questions non résolues, comme parfois des questions sont restées en suspens, on le voit pour Mayana. Et je trouve que ce film montre bien à quel point ces deux personnes pouvaient ensemble être amenées vers cette rencontre, mais il permet aussi de dire que d'autres personnalités, cet échange aurait pu être mené différemment, peut-être plus de manière épistolaire ou d'enregistrement. Mais avec ces personnes-là, ces personnalités, l'échange en présentiel était rendu possible. Ça, c'est moi, en tant que, disons, professionnel qui travaille, qui réfléchit beaucoup à cette posture d'animateur de justice restaurative, ce qui m'a marqué. Peut-être un dernier petit point très court sur ce que ce film a représenté un petit peu pour l'Institut français pour la justice restaurative, parce qu'au-delà d'une démarche éminemment courageuse de la part de Mayana et de l'auteur d'avoir entamé et participé à cette démarche, je dirais que voilà, à ce niveau institutionnel, c'était peut-être une démarche assez courageuse de l'IFJR que d'avoir accompagné et médiatisé cette demande de médiation restaurative, car c'est véritablement en pionnière qu'une de nos collègues de l'IFJR a conduit cette première expérience de médiation restaurative en France. Donc voilà un petit peu pour ce que je voulais dire à propos de ce film. Merci beaucoup et merci de nous avoir rappelé qu'il y a d'autres modèles épistolaires, on s'écrit sans se rencontrer, on enregistre et on transmet un message enregistré qui sont des variantes dans cette matière. Nous allons vers Olivia Mons, qui cette fois travaille à France Victimes, qui s'appelait Institut national d'aide aux victimes et de médiation. Olivia. Bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup de cette invitation. Je suis particulièrement heureuse d'être avec vous ce soir et de représenter la Fédération France Victimes qui accompagne donc 130 associations qui accompagnent les personnes victimes en France dans cet accompagnement judiciaire. Et alors j'avais eu aussi cette chance d'être là à l'avant-première et d'avoir rencontré votre maman aussi, avec laquelle on avait pu échanger justement sur le film. Et ce qui me touche en fait aussi dans ce film, c'est que j'ai le sentiment de revivre. Donc, on parle de 2008, ce que vous avez pu vivre avec votre premier documentaire, et c'est dans ces années-là, 2007, 2008. 2008, on faisait des assises nationales à l'INAVEM, comme le disait Jacques Salzer, vers la réparation des personnes victimes. Et c'est bien ça que montre le film du côté des personnes victimes par rapport à ces attentes, les attentes des victimes. Ce qu'on voit, nous, maintenant, depuis 35 ans, c'est qu'elles veulent comprendre ce qui s'est passé. Le pourquoi moi, le comment, voilà. Ça, ces questions-là, on les a pas toujours dans le procès, alors d'autant plus quand on n'y est pas, quand on est très jeune, mais même quand on y assiste, on n'a pas ces réponses-là parce que c'est autre chose qui se joue dans le procès pénal. Et puis, il y a ce besoin aussi de reconnaissance qui est très bien exprimé aussi dans le film. Alors d'abord, une reconnaissance judiciaire qui vous a construite au départ et qui a été un peu le boomerang aussi avec cet article de journal qui mettait en cause de nouveau votre agresseur. Et donc, on se rend compte que cette reconnaissance des personnes victimes d'un état, moi je dirais, on essaye de dire plus un état pour nous qu'un statut qui est plus sclérosant, cet état qui peut être temporaire et
on apprend à vivre avec. Et on le voit aussi très bien, alors que ce soit dans des rencontres anonymes, groupales, donc des rencontres condamnées victimes ou détenues victimes dont il était question au départ, ou dans une médiation restaurative telle que vous l'avez faite, la reconnaissance de la personne victime peut se faire aussi par la voix ou par le regard ou par les mots de l'agresseur lui-même ou d'un agresseur qui aurait commis des faits similaires. Et puis la troisième chose que montre très très bien aussi ce film, encore du point de vue des victimes, c'est que à la différence de ce que l'on pense souvent, ce qui est commun dans l'opinion publique d'une victime vengeresse qui veut absolument une peine la plus lourde possible, qu'il paye. Eh bien, en fait, on se rend compte vraiment que les personnes victimes, ce qu'elles souhaitent avant tout, c'est que la peine soit utile et vous le dites tellement bien que cette utilité, ben, en fait, c'est qu'il n'y ait pas une autre victime derrière. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant. Ce qui porte aussi ce film, c'est cette non-récidive. Voilà, quand on est heureux, on ne fait pas de mal. Et effectivement, je crois que c'est aussi le travail, et malheureusement, Nathalie Baquier pourra en parler, auquel on est confronté quand on est avec des personnes infracteurs, c'est que parfois, voilà, le travail de la peine, que ce soit en détention ou en dehors de la détention, ne rend pas heureux, ne rend pas suffisamment heureux, ne permet pas une aussi bonne réinsertion dans la société pour qu'il n'y ait pas de récidive. Voilà. Merci. Vous avez fait la transition avec Nathalie Baquier qui, elle, va se situer à la sortie, dans cette transition entre la sortie de prison et la vie active et parfois les derniers temps en prison. Nathalie, à vous. Oui, merci. Effectivement, Olivia a très très bien présenté l'objectif final qui est le nôtre. Donc moi, je suis conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation. Donc je travaille dans des services qui s'appellent les services pénitentiaires d'insertion et de probation, qui dépendent donc de l'administration pénitentiaire, une branche déconcentrée du ministère de la Justice, où les personnes, donc nous accompagnons des personnes qui exécutent soit des peines d'enfermement ou des peines donc restrictives de liberté ou alternatives à l'incarcération. Et une de nos principales missions, effectivement, c'est de travailler avec les auteurs d'infractions pour qu'ils arrivent à comprendre leur peine et faire en sorte effectivement qu'ils fassent de ce temps soit de détention ou de post-carcéral ou d'alternative à l'incarcération un temps qui soit utile à la compréhension, à la compréhension de leurs actes et à la compréhension de la peine. À quoi sert une peine, effectivement. Et donc, c'est tout ce travail et cette action qu'on va mener avec eux. Et donc, moi, j'ai beaucoup, effectivement, été sensible dans le documentaire à une des questions que répète donc à deux reprises Mayana. Elle lui demande mais qu'est-ce qui s'est passé juste avant que tu ne commettes cet acte? Et donc, c'est vrai que nous, on va effectivement, avec les personnes, reprendre leur parcours de vie et voir effectivement ce qui, à un moment donné, a pu faire rupture, blesser chez ces personnes, ou en tout cas faire en sorte que, bien des années plus tard, ils soient amenés à commettre des actes qui soient des plus terribles et parfois jusqu'à parfois des actes un peu moins terribles, en tout cas qui font victimes. Qui font des victimes. Et ça, donc, effectivement, c'est effectivement très important pour nous. Cette question, à deux fois, elle est posée et je trouve que vraiment, elle fait sens. C'est tout le travail, effectivement, que j'essaie de mener avec les personnes dont j'ai la charge. Alors, la justice restaurative, elle est arrivée, effectivement, en 2010, dans le service pour lequel je travaille dans les Yvelines, avec l'organisation des premières rencontres condamnées victimes à la maison centrale de Poissy. Et on s'en est saisi là dans mon service, à la fois donc au travers de ces fameuses rencontres, mais aussi on a développé un autre type
de justice restaurative, de modalités de justice restaurative que sont les cercles d'accompagnement et de ressources ou cercles de soutien et de responsabilité, où là, donc, en fait, on se centre sur des infracteurs sexuels qui reprennent pied dans la vie civile afin, effectivement, de prévenir tout acte de récidive. Voilà, donc ce documentaire est très important et très impressionnant parce qu'il nous redonne de l'émotion. Et c'est vrai que nous, professionnels qui travaillons avec les auteurs, notamment une fois que le procès pénal est passé, les personnes, les infracteurs ont quand même tendance un petit peu à tricoter leur histoire et peut-être à s'éloigner des affects et à se reconstruire une histoire de manière à vivre avec. Et bien là, ce documentaire, au travers de toute cette émotion et de toute la présence et la force du vécu de victimes, nous permet effectivement de revenir et de réhumaniser effectivement et de remettre l'émotion, de ramener l'émotion chez les auteurs. Voilà. Merci Nathalie Baquier. Les derniers intervenants ont rappelé ce qui, au-delà des mots, accompagne, c'est-à-dire la voix, le regard, mais aussi le geste, la main tendue. Nous avons dit la main tendue, et vous avez apporté, Nathalie, d'autres formes. Les cercles de responsabilité, les échanges de paroles, les cercles de paroles où on travaille cette réinsertion dans le monde, en dehors de la prison. Jeannie Bugnon, à son tour, qu'auriez-vous à dire? Alors, j'aimerais réagir au film en évoquant le thème du regard, à travers des exemples tirés de ma pratique, aussi à travers des exemples tirés du film que l'on vient de voir, ou des exemples tirés d'un autre film qui a été réalisé par François Koller, qui se passe dans les prisons en Suisse et aussi en Belgique avec l'association Médiante. Voilà. Alors, le thème du regard. Du côté de l'agresseur, j'aimerais commencer par évoquer un massacre qui a eu lieu à Erfurt, en Allemagne, en 2002, qui était perpétré par un étudiant qui avait été expulsé de l'école de laquelle il faisait partie 2 mois auparavant. Et l'étudiant revient, il passe de salle en salle et tue les profs. Et quand il a tué 16 personnes, il se trouve tout à coup dans une salle face à un prof qui lui dit « Sieh mich an, regarde-moi ». Et l'étudiant le regarde et dit « Ça suffit pour aujourd'hui ». Et il a baissé son pistolet. De même, le titre du film de François Koller est tout à fait significatif. « Je ne te voyais pas ». Et l'un des détenus dit, quand il parle du passage à l'acte, « J'ai fait du mal gratuitement, je ne te voyais pas, je ne te voyais pas ». Donc, au moment du passage à l'acte, la victime n'existe pas en tant que personne. C'est soit une abstraction, donc une espèce de représentation mentale qui n'existe pas dans la vraie vie, soit un objet, quelque chose que l'on peut manipuler ou détruire à son gré. Et d'ailleurs, l'auteur du viol dans le film que l'on vient de voir dit qu'il ne peut pas expliquer son acte, mais à un moment donné, il évoque son sentiment de toute puissance, donc le sentiment d'avoir une emprise totale sur l'autre. Alors, un autre exemple tiré de ma pratique. 2 jeunes attendent un soir à un arrêt de bus dans une cité périphérique de Genève. L'un des 2, mineur, agresse l'autre de manière très violente, puisqu'il y a eu plusieurs jours d'hospitalisation. Et il n'y avait aucune raison apparente. C'était gratuit, apparemment, puisqu'ils ne se connaissaient pas. Mais ce que le jeune agresseur a dit, c'est « il m'a regardé de travers ». Un autre exemple à Paris, un jeune entre avec sa copine dans un centre de loisirs et il rencontre d'autres jeunes, il y a une bagarre qui se déclenche et
dans la rencontre, la raison invoquée par le jeune qui venait avec sa copine et qui avait attaqué le premier, c'est de dire « il a regardé ma meuf de travers », donc ma fille, ma copine de travers. Donc, au moment du passage à l'acte, l'agresseur est soit complètement déconnecté, soit il a une connexion qui dysfonctionne. Voir l'autre, c'est sortir de sa bulle, c'est mettre une distance entre soi et soi, c'est se connecter ou se reconnecter à l'autre, c'est-à-dire reconnaître l'autre dans son altérité comme sujet. Et c'est ce que permet la justice restaurative. Maintenant, le thème du regard du côté de la victime. Alors, j'aimerais reprendre le cas de la victime de l'agression à l'arrêt de bus à Genève. C'était un jeune Albanais qui a parlé longuement de la culture de l'honneur dans son pays. Donc, avant les faits, sa famille, ses parents, ses frères, ses sœurs l'avaient mis sur un piédestal. Il était l'aîné, il réussissait bien à l'école, il allait entrer à l'université et il servait de mentor, c'est le terme lui-même qu'il avait prononcé, à ses frères et sœurs du genre. Et il expliquait que le fait de n'avoir pas su se défendre l'avait fait tomber de son piédestal et il avait perdu son honneur. Donc, il disait qu'avant, les autres levaient les yeux vers lui et puis après, c'était la chute. Et les autres le regardaient, du moins il en avait l'impression, les autres, ses proches, le regardaient de haut. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est que dans le film, donc au Canada, un homme victime dit qu'il ne pouvait imaginer voir son agresseur. Il a participé à des rencontres détenus victimes, il a suivi tout le processus, et cela lui a donné la force d'affronter le regard de son agresseur dans un face-à-face au tribunal. Et il dit qu'il avait perdu toute emprise sur moi. Donc, oser affronter le regard de son agresseur avait permis de déboulonner celui-ci de sa toute-puissance. Et maintenant, j'aimerais faire un pont entre l'agresseur et la victime. Avant de passer au débat général. Oui, avant de passer au débat général. Sortir de sa bulle pour l'agresseur, c'est aussi poser le regard sur soi et pouvoir se reconnecter à soi à un autre niveau. J'ai compris mon acte au moment où j'ai pu me reconnecter à ma victime intérieure, dit l'un des détenus dans le film de François Collet. Les auteurs qui ont réussi à voir leur victime intérieure et à se reconnecter à elle ne récidivent pas. Et c'est aussi ce que permet la justice restaurative. Merci beaucoup. Vient donc le temps du débat, des questions, de vos interventions. Et la parole est à Agnès Mendès-Pérez qui a suivi et qui a trié ces questions. Il en restera sans doute d'autres et nous avons prévu le 17 mai une autre visioconférence pour ceux qui souhaitent continuer à en débattre. Voilà, donc merci Jacques et merci à tous voilà, pour me donner la parole, pour me permettre de transmettre les questions qui ont été posées. Et alors, je vais faire en deux temps, Jacques, si vous permettez. Oui, bien sûr, bien sûr. Le premier temps qui ne concerne que Maïana. Je vais poser les questions qui ne concernent que Maïana. Et après, dans un second temps, de façon plus large, les questions qui concernent les différents axes partant de la justice restaurative aux auteurs, aux victimes, etc. Donc, pour Maïana, eh bien, un immense merci partagé un nombre incalculable de fois par tous les participants quant au remarquable documentaire que vous avez réalisé, à sa force, au courage dont vous avez, enfin, que vous montrez, dont vous avez eu besoin et tout, et de ce témoignage d'une très grande humanité. Et voilà, donc et beaucoup de remerciements jusqu'en Italie pour ce film extraordinaire qui œuvre pour un changement de société
magnifique aussi de voir quel trajet, une personne dit quel trajet depuis 2 ans, puisqu'elle avait vu manifestement le film il y a 2 ans, et là, ce que vous donnez à voir et tout montre une très belle trajectoire. Voilà, donc ça c'était pour les commentaires. Après, en termes de questions, alors, je vous les livre toutes, comme ça, après, vous y répondez. Donc, Maïana, comment avez-vous su que vous étiez prête pour aller en plénière? Après, une autre question, vous évoquez dans le film qu'il s'agissait pour vous de reconstruire votre agresseur et de ne plus vous sentir victime, plus que le pardon. Qu'en est-il du pardon? Et enfin, aujourd'hui, Maïana, où en êtes-vous dans votre cheminement après ce film et voilà, après tout ce qui s'est passé pour vous? Voilà, et excusez-moi, une toute dernière. Croyez-vous l'auteur quand il vous dit qu'il n'a pas commis d'autres agressions? Voilà, Maïana. Ok. Maïana, merci pour vos réponses denses et compactes. Ok, compact. Aux idées générales. Très bien. Alors, première question, donc comment j'ai su que j'étais prête? En fait, c'est quand même un processus qui a pris plusieurs années. Hein, donc, j'ai eu le temps, même avant de tomber sur cet article, même avant d'entamer du coup vraiment la démarche de justice restaurative, comme je le disais tout à l'heure, toute ma vie, j'ai eu un dialogue avec cette personne. Régulièrement, à des moments de ma vie où moi je me construisais, où je sentais de manière plus ou moins forte les conséquences de ce que cet acte avait eu sur moi. Alors, longtemps, pas de manière très consciente, mais c'est plus quand je suis devenue une jeune adulte, quand j'ai dû apprendre à construire mes relations avec les hommes, quand je me suis rendu compte que, en fait, c'était pas aussi évident que mes copines, que rentrer dans une relation ou que avoir des relations physiques, c'était absolument pas quelque chose de facile et d'évident pour moi. Et dans tous ces moments-là, il y a plusieurs autres moments de ma vie, j'étais déjà en dialogue avec cet homme. Et je me disais, et je pensais à lui, je pensais à ce qu'il vivait quand il était en prison, parce que c'est quand même, quand on dit que la justice est faite quand quelqu'un est condamné et qu'il passe en prison, enfin, moi, j'étais aussi la petite fille qui pensait à cause de moi, cet homme est en prison. Et l'image que j'avais de la prison, ce n'était pas non plus une image de quelque chose de léger, puisque dans mon histoire familiale, il se trouve que le passage de mon père en prison pour guerre civile, hein, pour toute autre raison, mais ça avait été quand même quelque chose qui l'avait brisé. Donc moi, je me disais, même si c'est quelque chose que cet homme-là devait être sanctionné et qu'il devait passer par la prison, moi j'en étais convaincue qu'il risquait d'en sortir brisé. Donc j'ai grandi avec ce poids dans ma tête, mais en me disant, mais bon, en même temps, c'est ce que la justice fait, donc il doit y avoir des raisons, donc tout, c'est censé être bien que ça se passe comme ça, et j'espère, surtout c'était cette idée, j'espère que quand il ressortira, ça ne recommencera plus jamais. Et donc, ce dialogue, je l'avais entamé dans ma tête, et à d'autres moments, évidemment, j'étais aussi très en colère contre lui quand je découvrais que j'avais ces soucis dans mon relationnel. Donc, des monologues, en fait, et j'ai découvert lors de notre première rencontre que tous, en écho à ces conversations que je m'étais faites pendant des années, pendant toute ma vie, eh bien, il les avait eu aussi, ces monologues conversationnels avec moi, avec une image de moi qu'il s'était lui-même bâti dans sa tête. Et ça a été très intéressant et décontenançant. Ça, c'est quelque chose que j'ai décidé de ne pas garder dans le film, mais c'était quelque chose qui a été échangé entre nous, et de voir en fait comment on s'était construit des images de l'autre pendant toutes ces années. Et ensuite, quand j'ai commencé à mettre en œuvre la démarche de la justice restaurative, ça a quand même pris encore, c'est 3-4 ans, même 5 ans, entre le moment où j'ai recontacté pour la première fois l'IFJR, et ça c'était en 2015, où j'ai appelé Benjamin Sayous, et j'ai rencontré une première personne aussi, Sabine, qui travaillait à l'époque à l'IFJR, et après la mise en place vraiment du processus de justice restaurative pour moi, comme je vous l'ai dit, ça a commencé en 2016, et ça s'est étalé tout le long de l'année 2017. Donc c'est vraiment au fil aussi, au fur et à mesure
des rencontres avec Noémie où chaque sujet devait être abordé non seulement dans pourquoi je voulais y aller, qu'est-ce que je cherchais à poser comme question et pourquoi j'avais besoin de poser ces questions. Mais il y avait aussi tout un travail aussi de prévisualisation, de voir comment ça peut se dérouler, comment je pourrais être capable d'entendre ou ce que je ne serais pas capable d'entendre, histoire de me préparer, quoi qu'il advienne, à ne pas sortir de là détruite. Donc, toute cette préparation, elle s'est faite vraiment au fur et à mesure. À chaque séance, on avait un axe ou plusieurs thèmes sur lesquels moi, je devais travailler de mon côté pour voir comment je progressais et comment je me sentais par rapport à la possibilité d'une réunion. Mais après, je dois avouer, j'étais extrêmement impatiente. Je voulais que ça arrive tout de suite, moi. Enfin, je savais que ça allait prendre du temps, mais j'aurais voulu que ça aille plus vite. Mais en même temps, ce temps étalé, donc vraiment au total 1 année de processus pour moi avant la première rencontre, c'était important. C'était important parce qu'il permet aussi de maturer toutes ces attentes et aussi de réfléchir à ce qui pourrait ne pas fonctionner exactement comme on voudrait et à s'armer pour ces possibilités-là. Après, dans mon cas, je m'estime extrêmement privilégiée parce que, effectivement, j'ai tout de suite mentionné le fait que je voulais aussi raconter ce que j'allais vivre dans cette rencontre dans le cadre d'un film documentaire. L'IFJR a accepté avec des conditions très précises qu'au départ, on ne pourrait pas filmer la première rencontre, qu'on allait voir tout de suite, assez vite avec lui, s'il était OK pour qu'on enregistre la première rencontre, s'il était d'accord par la suite de faire une deuxième rencontre, si c'était nécessaire. Ça aurait pu ne pas être nécessaire, mais il se trouve que pour moi, ça l'était vraiment nécessaire d'avoir une deuxième rencontre. Et tout ça, encore une fois, ça a permis de me donner le temps de faire mon propre cheminement et lui aussi, de son côté, parallèlement, pour aboutir pour moi, c'est la richesse. Oui, il y avait d'autres questions. Plus vite. Alors, plus que le pardon. La question du pardon. Alors, évidemment, étant dans une famille extrêmement chrétienne, la question du pardon, elle se posait. J'ai mentionné ce qu'avait été le vécu de mon père quand mon père a eu cette conversation interposée avec la personne qui avait été son tortionnaire via la conversation que j'avais faite avec lui. Quand on en parlait, quand on montrait ce film-là, mon père, aux questions du public, on lui posait la question, est-ce que vous l'auriez pardonné, cet homme qui vous a torturé? Et mon père disait tout le temps, ah mais moi, s'il suffit qu'il vienne me demander pardon et je le prendrai dans mes bras. Et moi, en fait, c'était quelque chose que je ne pouvais pas comprendre, que je ne partageais pas. Moi, je ne suis pas du tout dans pour moi, ce n'est pas une question de pardon. Pour moi, c'est une question d'humanité. C'est-à-dire que ma démarche, aller à la rencontre de l'autre, elle va pour le reconnaître en tant qu'autre personne et pour essayer de se donner des clés, pour mieux se comprendre dans toutes ces facettes qui font l'être humain que nous sommes. La question du pardon, pour moi, elle a vraiment un trait par rapport à la croyance et à la foi, mais elle ne me semble pas indispensable pour parvenir à la reconstruction et à la réparation. Donc, c'est pour les personnes qui sont croyantes, si elles considèrent que leur réparation, elle passe par cette phase qui est la phase du pardon, très bien, ok, prenez-le, envisagez-le comme vous voulez. Pour celles qui ne le sont pas, c'est pas du tout une obligation. Pour moi, il peut y avoir une énorme réparation indépendamment de la foi, indépendamment de la croyance et indépendamment du pardon. Merci pour cette précision sur ces aspects contradictoires, divers du pardon, à la fois le reconnaissant et parfois ne passant pas par là. D'autres questions qui restent? Je crois que l'avait une question autour de où en suis-je moi de mon cheminement. Bien, pour moi, en ce qui concerne en tout cas le processus de justice restaurative, je pense que j'ai clos mon cheminement personnel. La deuxième rencontre m'a permis d'avoir des éléments de réponse et d'avoir ce qui me manquait, que la première rencontre n'avait pas complètement abouti. Et par rapport à ça, et par rapport à cette facette de mon histoire, je considère qu'elle m'a vraiment permis, et la première et la deuxième rencontre, et aussi, j'ai encore une fois été bénéficiaire d'un grand bonus qui a été la rencontre avec toutes ces autres personnes que j'ai rencontrées au Québec et qui m'ont retransmis aussi un petit peu leur propre vécu de démarche de justice restaurative. Et grâce à tout ça,
moi, je pense que j'ai réussi à me réconcilier avec moi-même, non seulement en tant que femme, en tant que personne avec toutes les facettes qu'il y avait en moi, mais aussi à me réconcilier aussi avec ce statut de victime que quelque part j'avais décidé d'annuler, puisque je considérais pendant longtemps que la justice avait été faite, donc du coup je n'avais pas le droit de me plaindre. Tout à l'heure, c'est Christiane qui mentionnait le silence familial, le silence délicat, hein, qui n'est pas forcément imposé comme un poids, mais qui est censé protéger, mais dans lequel finalement, effectivement, parfois, eh ben, de temps en temps, en tant que victime, on a besoin de se dire « Ah oui, mais quand même… je suis là, enfin, il y a quand même une petite souffrance qui demande à être écoutée. » Et moi, en fait, cette souffrance-là, je m'étais dit, j'ai même pas le droit de l'exprimer vu que justice a été faite. Donc, et en fait, tout le processus, elle a été aussi de me dire, eh ben oui, ok, c'est vrai, et c'est vrai à 100%. Et non seulement c'est vrai, même aujourd'hui, tu as quand même réussi à te construire et tu as quand même tout ce que j'avais construit n'était pas faux en fait. Toutes mes bases, toutes les valeurs que j'avais engendrées sur ce qui s'était passé et que j'avais mis au-dessus, tout n'était pas complètement des ruines. Et j'ai pu finir de reconsolider, remettre un petit peu de ciment, hein, là où il y a pu avoir quelques fissures, pour rebâtir un équilibre. Et moi, je me sens bien. Moi, j'avoue, en tout cas, par rapport à cet aspect-là des choses, je me sens très bien. Merci beaucoup. Et vous avez fait un contrat aussi avec cet homme quand le film se termine. C'est-à-dire, oui. Hein, on clôture ici, voilà. On n'est pas amis. Si on se croise dans la rue, un regard, mais nous sommes à distance. C'est ça. Il y a une protection de chacun. Voilà, c'est ça. Peut-être. Nous allons passer donc aux autres questions plus générales. Et merci encore, Maïana, pour le témoignage personnel. Mais au-delà de votre cas, il y a le cas de tous les hommes et de toutes les femmes qui traversent des situations de délits, de crimes petits ou grands. Quelles questions y a-t-il, Agnès? Alors, Jacques, je partage les questions à tous là, et chacun prend la question qui lui est confortable. Maïana aussi, bien entendu. Et c'est la table ronde, oui, qui répondra. Voilà. Donc, une première question. Les Québécois parlent de justice réparatrice et nous de justice restauratrice. Où sont les points de différence et quelle incidence sur le fonctionnement? S'il y a des différences. Bien, très bien. Il y a des différences. Après, où en est la France actuellement avec l'idée que l'auteur puisse aider la victime à se reconstruire et inversement? On nous demande aussi beaucoup de statistiques sur la justice restaurative, les outils, son utilisation, des statistiques fiables. Voilà. Une question aussi, la justice restaurative existe-t-elle en Afrique? Une autre question, si l'auteur est décédé, peut-on faire une justice réparatrice avec un acteur? Après, des questions plus spécifiques sur les auteurs là. On nous demande aussi, est-ce que des évaluations ont été faites aussi sur les effets des rencontres et la capacité et sur la capacité du détenu ou de l'auteur à se réinsérer. Comment s'assurer de la sincérité d'un auteur? Qu'en est-il de la récidive? Voilà. Et puis après, d'autres questions là plus sur les victimes. Dans quelle mesure faut-il associer la famille proche qui a vécu indirectement l'événement? Y a-t-il des victimes qui veulent faire croire qu'elles veulent rencontrer leur agresseur pour discuter, mais en fait, elles ne veulent que se venger? Y a-t-il des agresseurs qui, après des années de travail personnel, deviennent des accompagnants pour les victimes? Ça reprend ce qui a été dit précédemment là. Et la différence entre rencontre, mais ça on pourra peut-être le voir le 17 mai, rencontre entre victime, agresseur lambda et victime et son agresseur. Et à partir de quel âge on peut entamer ce genre de démarche? Voilà, pour une première salve. Merci beaucoup. Immensité de questions. Oui. Peut-être pourrais-tu aller jusqu'au bout avec la deuxième salve, compte tenu du temps. On avait prévu une demi-heure pour la table ronde finale, mais, oui, mais là, est-ce que vous voulez qu'on
C'est jusqu'à 21h30, hein, donc non, je pense que la deuxième salve aura lieu le 17 mai. D'accord, Hein, d'accord. parce qu'à 21h30, on a une autre C'est le partie. 17. Entendu. Est-ce qu'on donne donc... Excusez-moi, il y a une question sur l'inceste. Ah, j'ai pas... On donne donc la parole aux différents intervenants. Qui veut prendre les questions? Moi, je peux peut-être juste prendre un tout petit bout et puis vous compléterez évidemment sur réparatrice et restaurative. Et c'est restaurative et pas restauratrice. C'est évidemment un peu compliqué quand on l'a conçu au démarrage. C'est vrai qu'en France, la réparation, c'est plus soit le garagiste où on va réparer la voiture, soit la réparation indemnitaire, puisqu'on parle de réparation aussi quand on a des dommages et intérêts d'un point de vue civil. Et c'est vrai qu'on avait beaucoup réfléchi avec Robert Cariou, avec l'IFJR, à cette question de restaurative. Et puis, il y a des étymologies latines qui sont aussi distinctes, mais l'idée, c'était de se dire que c'était restaurer dans le sens de remettre debout aussi les personnes. Donc voilà, c'était juste pour... Maintenant, il y a des différences, bien évidemment. Hein, on en a parlé au départ sur est-ce qu'il y a des négociations ou pas, comme en Belgique ou pas. Donc, mais ce n'est pas, à mon sens, ce ne sont pas les mots qui font les différences, et on a quand même une culture commune et une philosophie commune. Merci. D'autres questions que l'un ou l'autre reprenne? Peut-être pourrais-je répondre à Hélène, la question, oui. Héloïse, ouais. Héloïse, Peut-être pardon. pourrais-je, c'est pas grave, répondre à la question de la présence des proches éventuellement dans les mesures de justice restaurative. Il faut savoir que plusieurs sont identifiés, différentes mesures de justice restaurative, et lorsqu'il s'agit d'y associer en guise de soutien ou même en guise de participants des membres de la famille souhaités par les protagonistes, donc auteurs ou victimes, ou même pas forcément de la famille, mais considérés comme proches, il existe effectivement la conférence restaurative. Donc, c'est un peu le même format que la médiation restaurative, auteurs et victimes liés par la même affaire, et on y associe les personnes proches souhaitant participer et soutenir victimes et auteurs de cela. Ils sont préparés, mais de manière moins conséquente que l'auteur et la victime, disons les protagonistes, si je puis me permettre ce mot, pour ensuite arriver à une discussion commune. Et du coup, je rebondis peut-être sur la question où il a été questionné la possibilité de remplacer un auteur absent ou un membre absent, un participant absent par un acteur. J'ai ouï dire que dans certaines méthodologies ou approches, dans les cercles restauratifs, qui ne sont pas forcément encadrés de la même manière ou en tout cas envisagés tels qu'ils sont un petit peu appliqués aujourd'hui dans la loi française, il est effectivement possible de remplacer un participant ou un auteur par un acteur. Ça n'est pas aujourd'hui une approche ou une méthodologie que nous, à l'IFJR, on ni préconise ni connaît en fait vraiment bien. Mais je sais que par ailleurs, notamment dans les cercles restauratifs, selon l'approche de Dominique Barter au Brésil, c'est une possibilité envisagée, voilà, pour remédier ou pour remplacer un absent. Donc, encore une fois, je dis ça en partageant les connaissances et non pas en disant c'est bien, c'est pas bien. C'est pour le moment quelque chose pas appliqué dans les mesures restauratives, dans les mesures de justice restaurative encadrées par la loi du 15 août 2014, puisqu'il s'agit de mettre en présence auteurs et victimes. Voilà. Merci. D'autres questions auxquelles l'une ou l'autre peuvent répondre? Je veux bien répondre à tout ce qui concerne un peu les études, les statistiques, etc. Merci. Ma réponse va être un petit peu décevante pour les personnes qui auraient aimé avoir des statistiques et des pourcentages, etc. Aujourd'hui,
le nombre de personnes ayant bénéficié d'une mesure de justice restaurative ne permet pas de faire des statistiques, ce ne serait absolument pas fiable, en dehors du fait qu'on n'a pas non plus mis en place les méthodologies. Aujourd'hui, ce que l'IFJR réalise, ce sont des enquêtes de satisfaction, donc ce sont des enquêtes qualitatives. Ça répond à l'évaluation des effets. On en a dit un mot au Québec avec des satisfactions de part et d'autre. Vous avez une précision à ajouter sur les enquêtes de satisfaction, sur leurs résultats? Sur les résultats, on remarque qu'on a des résultats extrêmement positifs. Il y a des choses assez impressionnantes, notamment on a fait beaucoup de rencontres condamnées victimes en groupe, donc en France, puisqu'on a démarré par ces mesures-là. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez lourd à mettre en place, mais lorsqu'on interroge les personnes et qu'on a des retours, il y a je dirais une puissance de ce dispositif qui est assez impressionnant. Et par rapport à Mayana, qui a aussi interviewé des personnes qui n'avaient pas rencontré en direct, il y a des réponses qui sont apportées notamment pour les victimes par les auteurs, qui vont tellement au-delà de ce qu'elles pouvaient espérer, puisque ce ne sont pas les auteurs directs. Et on a des choses assez fantastiques sur les effets que ça peut avoir, notamment parfois sur des violences sexuelles ou des personnes qui étaient complètement bloquées et qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants et qui, à la fin de rencontres, ça fait un peu bisounours comme histoire, mais c'est vraiment ça, une femme était enceinte, ou des personnes qui avaient énormément grossi et qui n'arrivaient pas à maigrir parce qu'elles avaient eu justement ces violences sexuelles, qui, à la fin, comme par miracle, avaient perdu 6 ou 7 kilos. Enfin, donc, il y a quelque chose qui se passe d'à la fois physique et psychologique qui est extrêmement puissant. Aujourd'hui, on peut parler de ça. Pour les statistiques, il faudra attendre un petit peu plus longtemps et avoir pour avoir des chiffres. Merci beaucoup. Nous avons quelques questions sur la sincérité. Voilà, la préparation, j'imagine, doit vérifier ça. Sur aussi le désir de vengeance des victimes. Quelle est votre expérience? Et sur la récidive? Sur la sincérité, moi, je veux bien effectivement prolonger. Donc, en fait, la sincérité, ça passe déjà par la reconnaissance des faits, qui est un prérequis absolument nécessaire pour pouvoir donc mobiliser et orienter des auteurs vers des dispositifs de justice restaurative. Donc, ce qui est effectivement très, très important, c'est avant tout la préparation. Et même avant la préparation et l'orientation sur un dispositif de justice restaurative, c'est tout le travail qui est fait en amont par les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation et tous les partenaires donc, qui accompagnent les auteurs donc, sur la reconnaissance des faits, la compréhension de leur peine. L'appropriation, se dire effectivement, voilà, aujourd'hui, j'ai fait ça, je suis responsable. Et dans ce long processus de maturation, les emmener effectivement petit à petit vers donc, la possibilité de rencontrer soit leurs victimes directes ou des victimes indirectes. Donc ça, c'est effectivement essentiel. Il se peut et il y a toujours quand même la possibilité que des auteurs n'aient pas tout dit et qu'au cours des rencontres, une révélation puisse arriver. Donc à ce moment-là, effectivement, ça remet en cause toute la rencontre, si ce sont des rencontres entre des personnes condamnées et des personnes victimes. Et à ce moment-là, eh bien, on peut saisir tout à fait les autorités judiciaires, puisqu'il n'est absolument pas question que les victimes puissent être, on va dire, une nouvelle fois de plus, on va dire, abîmées. Exposées. Sur la récidive, vous avez des statistiques ou... C'est un petit peu pareil que par rapport à l'évaluation. Il y a effectivement majoritairement des rencontres condamnées victimes ou détenues victimes qui sont organisées, mais on n'a pas suffisamment encore de recul et d'expérience. Et en tout cas, il n'y a pas eu réellement je pense, d'études de fait pour qu'on puisse
avancer des chiffres. Merci. On peut dire simplement une chose, c'est qu'au Canada, où ils ont suffisamment de recul, effectivement, sur la récidive, on note un impact. Mais je n'ai pas de chiffres comme ça. D'accord, oui. Ils font beaucoup de recherches. Peut-être sur les victimes vengeresses, alors bien sûr, ça peut arriver. D'ailleurs, c'est un échec de l'accompagnement la plupart du temps, d'avoir des victimes qui sont dans la vengeance, parce que comme c'est très bien dit aussi dans le documentaire, l'émotion, la colère, elle est importante, elle doit s'exprimer, elle doit pouvoir s'exprimer. Et c'est souvent quand elle ne peut pas s'exprimer ou quand il y a un malentendu finalement dans ce qu'est le procès pénal ou la peine, que les personnes victimes peuvent être dans la vengeance. Et en tout cas, une personne victime qui serait dans un sentiment de vengeance et qui souhaiterait donc de manière insincère finalement aller en justice restaurative, c'est tout le travail, mais ça a été dit par Nathalie ou Héloïse, mais c'est tout le travail qui doit être fait par les animateurs d'interrogation finalement de quelle est cette demande, et puis on ne peut pas tricher pendant des semaines et des mois par rapport à ces demandes-là. Et c'est la raison aussi pour laquelle il est très important de pouvoir dire que les animateurs et les animatrices de ces mesures de justice restaurative, ce sont de véritables personnes qui sont formées spécifiquement pour ce faire. Et c'est vraiment, on ne s'improvise pas animateur de mesures de justice restaurative, et même s'il y a des approches différentes, voilà, il y aura de toute façon quelque chose qui sera détecté. Et je peux peut-être juste répondre à une autre question qui était sur est-ce que ça existe en Afrique? Alors, il y a beaucoup de types de mesures de justice restaurative qui peuvent exister en Afrique. Alors, je vais parler de juste une que je connais un tout petit peu mieux et que j'invite vraiment l'ensemble des personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, à aller voir aussi ce documentaire qui s'appelle Les Cornes de la Vache. C'est un documentaire qui a été fait au Rwanda il y a quelques années et qui montre les bienfaits d'une justice restaurative dans un cadre un peu particulier, évidemment, puisque là, nous parlons d'un cadre de violence conjugale où c'est l'ensemble de la communauté qui, avec les protagonistes, le mari et la femme, va travailler une forme de retour, de restauration des liens ou des personnes. Et évidemment, comme nous sommes au Rwanda, sous un fond de génocide et d'une blessure collective extrêmement importante. Merci, je peux... alors, vous avez déjà ajouté la part des émotions qui, je pense, se développe au fur et à mesure du temps de la préparation. C'est-à-dire, quand ils se rencontrent, il y a des choses qui sont déjà sorties. À ce qui concerne l'Afrique, je peux ajouter des formes de palabres. Il y en a plusieurs sortes en Afrique, palabres traditionnelles. Mais dans les palabres traditionnelles, il y en a où, par exemple, face à un assassinat, il va y avoir une réparation matérielle, on va justement donner 3 bœufs, etc. Et c'est toute la communauté, comme vous l'avez dit, qui se tient sur la place du village ou sous l'arbre à palabres, comme on dit, et qui va travailler. Vous avez employé le mot travailler à réparer et à faire qu'il y ait réconciliation. Et on m'a raconté au Sénégal, par exemple, une forme de palabre, parce qu'il y en a plusieurs, dans laquelle si une partie n'est pas d'accord avec une décision en cours, il a le temps, parce qu'on prend le temps, comme en médiation, de discuter cette décision-là. Et on a à veiller à ce qu'il y ait réconciliation. Et là, la communauté joue un rôle. C'est-à-dire que le lendemain, si par exemple, dans une altercation, une violence qu'il y a eu entre 2 personnes, ils changent de trottoir pour ne pas voir l'autre,
les membres de la communauté peuvent rappeler, n'oublie pas que hier, on s'était mis tous ensemble d'accord pour que on laisse ça de côté pour retrouver notre vie communautaire. Voilà quelques exemples, entre autres, sur l'Afrique. D'autres choses, avant de passer aux conclusions pour l'avenir, pour telle ou telle question. Jacques, une question qui était posée effectivement tout à l'heure que je n'avais pas vue. Merci Vincent. Elle est arrivée quand je tournais le dos. Alors, ça, donc, s'il y a des violences intrafamiliales de type inceste, peut-on mettre en place une médiation restaurative ou des ateliers de justice restaurative sans dépôt de plainte? Je vous laisse répondre, mais j'ai envie d'une phrase. Je n'ai pas entendu la fin de la question. Moi. Alors, sans dépôt de plainte, en fait, la loi actuellement ne le permet pas véritablement, puisque si la justice restaurative est prévue à tous les stades de la procédure, on parle bien d'une procédure. Malgré tout, ce qu'on peut dire peut-être, c'est que des exemples, notamment sur l'inceste, qui étaient évoqués, sur des violences sexuelles intrafamiliales, existent, notamment, vous avez vu dans le documentaire Estelle Drouin du Centre de services de justice réparatrice, et ils ont initié là-bas des rencontres détenues victimes dédiées à l'inceste avec des auteurs incarcérés, incestueux, et des victimes donc d'inceste, mais encore une fois, c'était des rencontres groupales anonymes, donc ce n'était pas le père ou incestueux et sa fille, comme dans la plupart des cas, mais des personnes qui ne se connaissaient pas. En revanche, il y a aussi un film là-dessus qui a été tourné au Québec il y a maintenant très 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 longtemps, qui s'appelle Sur les chemins de la liberté. Merci. Vous posez une question très complexe avec l'inceste, auquel j'ai parfois, dont on m'a parfois parlé, parce que il y a, comme vous le dites, la voie pénale en France, et vous voyez dans les derniers événements, Olivier Duhamel et autres, tout ce qui sort, et il y a la destruction de la famille d'un autre côté. C'est-à-dire que la voie judiciaire qui rend publiques les choses produit son effet, justifié, mais aussi produit des dégâts parfois dans la famille. Et l'idée de travailler ça et de ne pas le laisser sous silence justement, mais de le travailler en dehors de la justice, est aussi dans une logique de préservation des relations familiales. Ce n'est pas simple et nous avons à l'accepter. Une autre chose qui n'a pas été dite, me semble-t-il, ce soir, et que nous avons aussi à accepter, et je pense, Mayana, à votre question, mais pourquoi tu as fait ça? Pour quelle raison? Nous cherchons souvent à trouver la raison ou les raisons qui peut-être nous rassureraient. Mais j'ai sur mon bureau une pensée de Pascal, ça ne se voit pas, elle est gravée dans la pierre, mais je l'approche, on ne le voit pas comme ça, qui dit 2 excès. Exclure la raison ou n'admettre que la raison. C'est-à-dire qu'il y a quand même aussi la dimension de l'inconscient chez les gens. Quand même, à certaines interventions et exemples, on la frôle. Parfois, la personne ne sait pas elle-même, de manière aussi claire que nous, dans notre rationalité, nous le désirons, comment on en est arrivé là. Et nous avons aussi, je crois, à accepter que chacun aille jusqu'au bout de ce qu'il trouve de sa propre histoire, mais qu'il y a des choses qui restent dans l'ombre et qui ne pourront peut-être pas satisfaire complètement les victimes, l'auteur ne le connaissant même pas lui-même. C'est ma petite touche que j'ajoute. Alors Jacques, pour servir de transition avec la dernière partie, si vous le voulez bien, 2 questions, mais qui font vraiment la transition. Donc, comment pratiquer la justice restaurative aujourd'hui en France et comment penser une justice qui ne soit pas réparatrice? Pourrait-on parler de justice intégrative, pénale privative et civile réparatrice? Voilà. Voilà, on peut trouver des mots. Ça ouvre la dernière partie de notre soirée.
Voilà, eh ben, nous allons utiliser cette transition pour proposer à chacun qui est déjà intervenu de tirer ses conclusions pour l'avenir, ce qu'il souhaite et ce qui permet de répondre aussi à cette question. Dans l'ordre on m'a proposé, Maïté, si vous avez des choses à Maïté, Mayana. Mayana. Décidément. Je fais des erreurs et j'accepte de faire des erreurs en me disant que l'erreur est encore humaine. Oui, mais qu'il faut corriger. Vous êtes là pour me réparer. Merci. Pour ne plus recommencer l'erreur. C'est bien ça le propos. Alors, bon. Mayana, tu nous as dit beaucoup de choses. Vous nous avez dit beaucoup de choses. Y a-t-il des choses que vous ajouteriez pour l'avenir à partir de cette grande expérience qu'est la vôtre, tant pour votre père que pour vous-même, ce qui a été aussi une révélation? Plus que moi des souhaits, ce que je voudrais savoir, notamment et de France Victime, d'Olivia et de Christiane et Héloïse, c'est savoir depuis que moi j'ai fait ma rencontre. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'autres personnes qui sont venues? Enfin, je sais qu'il y a eu une communication, une publicité que maintenant les gens, une certaine quantité, en tout cas de la population, a commencé à découvrir les outils de la justice restaurative. Mais est-ce que ça a vraiment touché le public et est-ce que ça continue à progresser? C'est ça que j'aimerais savoir parce que je ne sais pas trop où vous en êtes. En fait, du coup, est-ce qu'on vient vers vous? Est-ce qu'on vous a bien identifié? Est-ce qu'on vous trouve aussi? Merci. Jacques, excusez-moi, juste avant que nos intervenants s'expriment sur le sujet, et en réponse à Mayana, une question a été posée sur le documentaire. Peut-il servir dans les prisons pour inciter les détenus et à recourir à la justice restaurative? Votre documentaire. Est-ce qu'on pourrait penser à son utilisation dans les prisons? Moi, le documentaire il était là pour juste comme je l'ai dit tout à l'heure, à la fois reprendre ce qui a été mon cheminement et mes questionnements et aussi ceux d'autres personnes qui ont eu recours à ces dispositifs de justice restaurative. Alors évidemment, il est fait pour exister. Moi, ça serait triste s'il n'était pas vu par d'autres personnes. Le but du jeu, encore une fois, c'est de montrer que ces possibilités existent, qu'il y a la justice pénale dont la justice réparatrice ne prend pas la place, mais qu'il y a ces autres outils qui peuvent être utiles, parfois nécessaires, pour répondre à des besoins, à la fois des victimes et des agresseurs. Donc, qu'ils soient vus en prison, qu'ils soient vus dans les écoles, à l'université, qu'ils soient vus par tous ceux qui pourraient avoir besoin de découvrir que ça existe. Il n'y a aucun souci. Après, ce n'est pas moi qui va gérer ça, c'est au niveau de la production qu'il faudra faire les demandes. Oui, oui, mais vous savez que ça demande, même pour ça, une préparation, me semble-t-il. Vous savez qu'en prison, en particulier pour tout ce qui est ce type de crime, en gros, des détenus sont souvent très violents avec d'autres qu'ils attaquent par rapport à ça. Et il faut aussi une préparation pour, il me semble, pouvoir voir le film. On va peut-être suivre l'ordre qui m'a été donné, mais chacune d'entre vous répondant à ces questions, si vous pouvez les noter. On m'a demandé de demander à Laure Verrier, qui représente ici la formation, comment elle voit ça par rapport à la formation, à la médiation ou à la formation en droit. Alors, en deux mots, moi, donc à cette place-là, dans une institution, dans un organisme de formation, ce qui me semble important, c'est de s'engager, que chacun puisse s'engager à inscrire cette approche de la justice dans les programmes de formation. Je pense en particulier aux personnes qui viennent se former à la médiation, mais aussi aux formations en droit, formations juridiques. Voilà, donc ça déjà, je pense que très concrètement, ça pourrait être une piste, donc programme de formation, certificat de compétences. Et donc pour sensibiliser, former des auditeurs, des stagiaires, et éventuellement envisager qu'il y ait une certaine transposition en fait, de cette approche-là, telle qu'on vient de la voir ce soir, pour certains la découvrir, la transposer à d'autres lieux, d'autres espaces, à des organisations qui n'ont rien à voir avec l'institution judiciaire,
Je pense notamment au champ de l'éducation, mais on peut aussi transposer un certain nombre de choses dans des entreprises, dans d'autres types d'organismes. Vous avez parlé des cercles restauratifs, des cercles de parole. Ce sont des approches qui peuvent être proposées, transférées, pensées dans d'autres lieux, d'autres espaces pour d'autres problématiques. Voilà. Et moi, ce que je voudrais dire très rapidement ce soir, au fond, c'est que dans ce que j'ai pu revoir à travers le film et puis entendre dans les différents témoignages, c'est au fond, ça nous rappelle, me semble-t-il, quelque chose d'essentiel qui parfois aujourd'hui peut avoir tendance à être peut-être sous-estimé, balayé dans, je dirais, l'ampleur qu'est en train de prendre la médiation, et notamment de la médiation dans laquelle la relation, le lien n'est pas central. Comment, au fond, on se rappelle ce soir peut-être les fondamentaux, on va dire ça comme ça, les fondamentaux d'une médiation, c'est-à-dire la confiance que l'on peut faire à chacun dans sa capacité à retraverser un certain nombre de choses, peut-être le pire, peut-être l'innommable parfois, mais aussi l'acceptation de ne pas tout comprendre, de ne pas tout nommer, de ne pas pouvoir tout nommer, et d'accepter ce qu'il y a peut-être de plus difficile, c'est-à-dire d'accepter que l'autre soit autre, comme ça a pu être rappelé ce soir, y compris l'autre en soi d'ailleurs, et au fond, essayer, tenter de ne pas assigner une identité, de ne pas assigner une place, que ce soit du côté de personnes qui se disent victimes, qui se sentent victimes, que ce soit du côté de personnes qui sont nommées auteurs, agresseurs, et de rendre possible une transformation je dirais du parcours de chacun, mais pour ça, pouvoir travailler, et c'est ce que j'entends très fort ce soir, notamment dans votre témoignage, Mariana, travailler sur ce qu'il y a de plus costaud chez nous, l'humain, c'est-à-dire notre imaginaire, quoi. Voilà. Et si on peut, à travers ces espaces, à travers ces médiations, faire des tout petites brèches dans cet imaginaire, dans l'imaginaire dans ce que chacun a construit pour expliquer l'inexplicable, alors peut-être que les choses vont bouger. Voilà. Rapidement. Merci. Merci beaucoup de ces rappels. Didier Morfoy et Janie Bugnon en tant que représentants d'associations sur ces sujets. Oui, Janie, moi je vais parler, je ne sais pas en tant qu'associatif, mais en tant que personne. J'ai coupé le sifflet à Janie, c'est pas facile, hein. Je voudrais parler en tant que personne, en tant que médiateur. Je me pose une première question après le travail de ce soir. Comment est-ce que réparation-restauration va se jouer l'année prochaine pour le procès du siècle, qui est les tueries de masse de 2015? Est-ce qu'on peut, face à une tuerie terroriste, comment est-ce qu'on va travailler? J'en parle à titre personnel parce que grâce à Janie, mon fils, qui est un survivant des terrasses, a pu témoigner, a pu parler. Mais comment est-ce qu'on va pouvoir restaurer, réparer quelque chose? Les auteurs, il n'en reste pas beaucoup. Les victimes, voilà, je ne sais pas comment on va pouvoir travailler autour de ce thème-là, mais c'est, je pense, très important. La deuxième chose à laquelle j'ai réfléchi ce soir, en tant qu'ancien directeur du personnel, c'est la place de la restauration et de la réparation en entreprise. Alors, en entreprise, c'est assez simple, hein, quand on a affaire à des problèmes de risques psychosociaux, de harcèlement. Et en général, le management a deux attitudes. C'est soit la prison directe, c'est-à-dire c'est le licenciement chez nous, hein, soit le déni. Donc, aujourd'hui, comment ce qu'on a entendu ce soir sur restauration, création du lien, écoute de l'autre, comment est-ce que ça peut se mettre en place collectivement quand un auteur des faits a été reconnu, qu'il a reconnu, comment on peut éviter de le virer, comment on le réintroduit dans la communauté de travail, comment quelque chose s'instaure avec la victime. C'est très, très difficile
Et il y a un travail de posture. Moi, je dis à mes étudiants que, et ça les choque, que quand il y a une présomption de harcèlement, par exemple, qu'il soit sexuel ou moral, en tant qu'employeur, je dois la même distance respectueuse à l'auteur présumé des faits qu'à la victime présumée. Donc, il y a tout un travail. Autrefois, c'était simple, hein, c'était déni ou licenciement. Mais qu'est-ce que, en tant que médiateur, on peut apporter dans les pratiques de travail qui ressort de la merveille que Maïana nous a apportée et de toutes ces pratiques de travail avec l'autre. Bon, j'ai envie que les collègues de l'ANM s'y intéressent. Voilà, Janie, je t'ai coupé le sifflet. Je te laisse la parole. Non, mais... Merci d'avoir étendu le champ voilà. de la Alors moi, société. je vais parler en tant qu'associative. Quand on est seul, on va plus vite, mais c'est quand on est plusieurs qu'on va plus loin. C'est vrai. Et pour moi, la raison d'être d'une association, c'est d'être un lieu où les forces de chacun vont pouvoir converger et se démultiplier. On va donc aller moins vite, mais comme on a plus de force, on va aller plus loin. Et dans cette perspective, pour moi, adhérer à une association, c'est mettre ses forces au service de valeurs et de projets qui essayent de répondre aux enjeux de notre société. Et c'est ce type de projet que cherche à mettre en œuvre la Commission de justice restaurative de l'ANM, donc qui est à l'initiative et qui a organisé cette soirée, en partenariat avec toutes les autres associations ou personnes. Et j'aimerais exprimer ici aussi toute ma reconnaissance pour cette belle aventure de ce soir. Et on va essayer de poursuivre. Alors, justement, la conjonction des forces, c'est la conjonction des forces à la fois des collaborateurs qui travaillent dans l'association et des bénévoles. Pour ce qui est des collaborateurs, alors j'aimerais remercier particulièrement et chaleureusement Vincent Cousin qui a assuré pour Médiation Plurielle, le CNAM et l'ANM tout l'aspect technique de cette soirée. Et pour ce qui est des bénévoles, je dirais qu'il s'agit d'un engagement citoyen au service d'idées, d'une culture ou, quand il s'agit de la justice restaurative, d'une contre-culture qui doit encore trouver sa place dans notre société. Alors, ceux qui voudraient continuer à réfléchir et à agir avec nous auront la possibilité de nous le dire puisqu'ils vont recevoir un courriel à cet effet. Et on a déjà annoncé, et je le répète, que le 17 mai, il y aura une visioconférence où les questions qui n'auront pas reçu de réponse aujourd'hui, ou bien qui auront surgi entre-temps, seront reprises par les intervenants qui y répondront à ce moment-là. Et vous recevrez donc des informations à ce sujet. Le lien Zoom pour le 17 mai devrait s'afficher à la fin de cette réunion à 22h, m'a dit Vincent Cousin. Ah, d'accord, ok, alors très bien, parfait alors. Non, mais voilà. C'est... Ouais, bon, alors. Nathalie Baquier, conseillère d'insertion et de probation. Oui, votre vision. Ce que je pourrais dire, c'est que donc, il y a eu la loi, il y a eu la circulaire donc, pour mettre en place les dispositifs de justice restaurative. L'École nationale de l'administration pénitentiaire a passé des accords avec l'IFJR pour que nous, donc les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, soient formés donc, à l'animation de rencontres, de médiation ou être coordinateurs de cercles de soutien de responsabilité. Ce sont principalement les dispositifs de justice restaurative qui sont mis en œuvre donc, pour les auteurs d'infractions. Alors c'est vrai que nous on travaille particulièrement avec une population qui est encore plus, qui est vraiment exclue, qui est vraiment désinsérée et qui a commis des actes dont il est important d'aller chercher
d'aller chercher les raisons, parce que ces personnes, en fait, il faut les ramener à leur humanité, il faut recréer du lien, il faut leur permettre de revenir à eux-mêmes et surtout de revenir dans la société. Donc ça, c'est très très important. Il y a un fort courant actuellement chez nous qui s'appelle donc la désistance. Ce que l'on souhaite, c'est ramener tous ces auteurs d'infractions d'abord à réparer, à assumer et à respecter leurs obligations, et puis de s'éloigner effectivement de ce parcours de délinquance pour reprendre une vie stable et équilibrée. Et être désistant. Donc voilà. Donc nous, on a encore plus, je crois, à travailler sur la relation, sur ces ruptures, sur ces fractures qui ont eu lieu. Mais effectivement, c'est un travail de tricot, de dentelle qui est très très long. Et donc on demande du temps, de la patience et des moyens. Voilà. Merci. Puis-je vous demander s'il y a un pourcentage ou une partie de ceux dont vous parlez qui sont en lien avec une désespérance économique ou l'inexistence d'une activité économique. Oui. Ça, voilà, c'est juste pour ajouter cette dimension-là, voilà, si la société était conçue autrement. Oui. Merci. Héloïse, Squelbut. Merci. Alors moi, j'avais préparé tout un topo sur l'état des lieux, les perspectives, les leviers, les freins. Je pense que vu l'heure, je vais faire une petite conclusion. Vous avez encore 3-4 minutes. Oui, mais je pense que j'avais été bien trop ambitieuse dans mon propos. Donc... Qu'est-ce que tu dis, Janie? Allez-y. Faites pour le mieux. Mais alors, je fais pour le mieux et je dirais que peut-être pour compléter et aller dans le détail de ce que je voulais dire, peut-être je donnerai rendez-vous à ceux du 17 mai, si c'est la date retenue, ou 17 juin, je ne sais plus, je ne vais pas dire. Enfin, 19h à 20h30. Voilà. Mais 17 mai. Donc, ce que je voulais dire peut-être, c'est que donc pour répondre quand même à Mayana un petit peu sans être exhaustive sur l'état des lieux, parce que je pense que c'est pas trop le bon moment, c'est qu'effectivement, je pense que tu as, par ton expérience, ce témoignage que tu as mis en lumière, en images, etc., tu as ouvert une voie. Et je dirais qu'aujourd'hui, les freins reposent sur des je dirais des bricolages de coordination professionnelle où il faut coordonner les choses pour qu'ils travaillent ensemble. Mais néanmoins, le besoin de solliciter, l'envie des personnes de solliciter, et notamment dans le sujet de l'intrafamilial qui a été évoqué par une des personnes auditrices ou auditeurs, on est sollicité pour ce genre d'attente-là de personnes victimes ou auteurs qui ont commis ou subi des infractions à caractère sexuel. Alors, ça n'est pas pléthore parce qu'on n'a pas encore pignon sur rue, l'IFJR, et nous, de toute façon, on travaille avec France Victimes et l'administration pénitentiaire pour que localement, ils puissent recouvrir tout le territoire national pour accueillir les demandes au plus près de chez eux et qu'on ne passe pas par un organisme centralisé. Donc, je dirais que oui, il y a quelque chose qui s'est ouvert, que si le premier souffle sur la justice restaurative a pris le pas sur les rencontres condamnées victimes et détenues victimes, donc les rencontres collectives aujourd'hui, je dirais que depuis 2-3 ans, les médiations restauratives prennent le petit retard qu'elles avaient pris au début. Donc oui, il y a bel et bien des demandes et des accompagnements pour répondre à ces demandes. On n'est pas de toute façon encore à quelque chose d'assez généralisé au vu, à mon sens, malgré un effort législatif, un effort du législateur pour encadrer, promouvoir l'information systématique auprès des personnes victimes et auteurs. On n'est pas dans une proposition assez systématique au vu des bienfaits que les enquêtes qu'on a évoquées tout à l'heure, les enquêtes de l'IFJR font remonter, puisque à chaque fois, et plutôt que de donner quelques exemples précis, je souhaiterais donner
5-6 items qui sont ressortis quasiment de toutes les personnes auteurs et victimes qui ont répondu à ces enquêtes de satisfaction notamment. Donc, c'est apaisement par la libération de la parole, sentiment d'être reconnu en tant qu'être humain, sentiment de ne plus être seul, une meilleure estime de soi, d'avoir participé à ça et d'être redevenu acteur. Ça, c'est quelque chose de commun aux victimes, aux auteurs, et vraiment plus spécifique aux personnes victimes. On a entendu chez plusieurs de celles qui ont répondu une diminution du sentiment de culpabilité et de honte qu'elles peuvent ressentir, et une diminution du sentiment de la peur également. Donc ça, c'est des choses communes qu'on a pu voir, et donc au vu de ces bienfaits inestimable, je dirais, quand on a peut-être un parcours de victime, il faut continuer à promouvoir, vaille que vaille, la justice restaurative. J'aurais envie de dire, plutôt que de reprendre le propos que j'avais tout écrit pour aujourd'hui, de répondre peut-être à M. Morfoise, de dire que finalement, que ce soit pour les victimes et les auteurs de terrorisme ou les proches, que ce soit des victimes d'agressions sexuelles ou d'harcèlement sexuel dans l'entreprise ou autre, finalement, la justice restaurative, elle ouvre un espace de dialogue inédit, en cela qu'il est sécurisé, confidentiel, préparé individuellement. Et donc, finalement, on le voit, pour ces crimes-là aussi, et certains s'en sont saisis avec suffisamment de capacité personnelle pour le faire. Un livre est sorti, il s'appelle « Il nous reste les mots » de Georges Staline et Asdin Amimour. C'est des personnes proches de victimes et proches auteurs des attentats du Bataclan qui ont ensemble ouvert un dialogue. Et finalement, je pense que c'est ça, le gage que l'on a à tous, c'est travailler ensemble pour ouvrir le plus de possible de cet espace de dialogue, ces bulles de dialogue, quel que soit finalement le crime ou l'infraction, je dirais, puisque ce qui nous apporte, c'est de répondre aux attentes des victimes et des auteurs et d'envisager cette société, je crois que l'on vise tous, avec plus de paix, d'harmonie, envisager, avoir en ligne de mire cet horizon d'apaisement individuel et collectif. J'avais envie de dire plein d'autres choses, mais je vois que le temps file. Merci Héloïse de nous avoir déjà dit tout ça. Et cette proposition très ambitieuse, d'une proposition commune aux différentes victimes et agresseurs de connaître, ne serait-ce que d'avoir l'information sur la justice restaurative. Nous essayerons quand même de finir à 22h, mais nous avons pensé que même avec une clôture à 22h, ceux qui souhaitent continuer à échanger un quart d'heure, 20 minutes avec les participants, eh bien, vous pourrez aller sur le lien Zoom que Vincent Cousin vous envoie. Olivia Mons, excusez-moi. Je vous en prie. Oui, peut-être pour la justice restaurative pour l'avenir, mais je vais reprendre un peu ce que Héloïse disait par rapport à cette information. Je crois que, et répondre pour vous répondre aussi, Maïana, c'est-à-dire que la justice restaurative est un droit pour les parties. Donc, moi, je le prends pour nous au titre de France Victime. Donc, c'est un droit. Donc, nous l'enseignons dans travailler au sein d'une association, dans les droits des victimes, comme d'être accompagné par un avocat ou d'avoir droit à une indemnisation. C'est juste un petit peu plus compliqué à expliquer. Donc, c'est la raison pour laquelle on travaille ça avec l'IFJR, notamment dans les formations, hein, pour ne serait-ce qu'on met en place là une nouvelle formation qui est juste cette sensibilisation à la justice restaurative pour que chaque professionnel, nos 1500 professionnels, qu'ils soient juristes, psychologues ou travailleurs sociaux, puissent expliquer aux personnes victimes. On a 300 000 personnes victimes qu'on accompagne. Donc, à chacune de ces personnes, on se doit de leur dire que la justice restaurative est une voie possible, est une mesure possible. Donc voilà, on y travaille fort pour le dire comme ça. Donc on a une grosse responsabilité, hein, moi je trouve, par rapport à ça. Je crois qu'il y a beaucoup de préjugés encore, hein, quand on est accueillant de victimes, quel que soit son profil professionnel. On a toujours cette crainte de surexposer les personnes à des choses qui ne seraient pas faciles pour elles d'appréhender. Et voilà, donc il faut avoir ce droit en tête, hein. C'est un droit absolu d'information, et d'avoir confiance dans l'ensemble des animateurs et animatrices qui vont être là pour préparer les personnes.
Ça, c'est la première chose. La justice, l'autorité judiciaire a aussi une grande responsabilité et je crois qu'elle la prend de plus en plus, et notamment le service d'accès à la justice et d'aide aux victimes s'en saisit de plus en plus avec un guide méthodologique qui a été créé pour bien expliquer, parce que on aura beau, nous, s'esquinter dans tous les sens, nous, associatifs, nous, professionnels de l'accompagnement des auteurs ou des victimes ou de la justice restaurative, d'expliquer ça. Si l'autorité judiciaire ne se l'approprie pas, si l'autorité judiciaire ne la propose pas, et parce qu'on n'ordonne pas la justice restaurative, hein, c'est un changement de paradigme pour les magistrats, donc il faut la proposer. Et donc voilà, donc il y a une grande responsabilité, mais je crois que ça avance dans le bon sens. Et notamment, alors ça c'est un vœu hein, aussi, de pouvoir avoir des propositions de justice restaurative quand il y a des réponses pénales qui sont un peu différentes que le procès ou même des mesures alternatives aux poursuites, quand il y a des classements sans suite, quand il y a des non-lieux à poursuivre, quand les faits sont prescrits, toutes ces réponses qui sont très souvent incompréhensibles, voire et insatisfaisantes pour les personnes victimes, ça peut être des lieux de justice restaurative. Et puis, je continuerai pas non plus sur ce que Héloïse disait par rapport aux autres lieux, que ce soit les violences conjugales, les violences sexuelles. Didier, on a assisté aussi au procès de janvier et on est en train de préparer l'ensemble des personnes victimes avec Paris Aide aux victimes à ce procès fleuve de 6 mois en septembre sur les attentats du 13 novembre. Et il s'est passé là pendant le procès de janvier, il y a eu des moments de dialogue véritablement entre les personnes victimes, les familles endeuillées ou les proches et ces mises en cause, condamnées hein, maintenant tous. Voilà, donc il y a rien à désespérer là-dedans, mais c'est évidemment un moment qui va être très très important pour les personnes victimes. Merci Olivia. Christiane Legrand, nous avons un léger dépassement horaire, c'est la vie. Je suis responsable. Christiane. Oui, voilà, j'ai retrouvé le son. Je dois dire que et Olivia et Héloïse ont largement raconté ce que je souhaitais communiquer avec vous. Je pense qu'une des dernières choses que je pourrais dire, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est important pour le futur, c'est vraiment de trouver les moyens de pérenniser justement l'implantation de la justice restaurative sur tout le territoire et de pouvoir répondre aux besoins des personnes. C'est vraiment un droit et pour aujourd'hui, on n'a pas accès à ce droit si on habite dans une certaine région ou dans une autre. Donc ça, c'est pas du tout normal. Et ce qui est intéressant, c'est pour le futur, c'est de continuer justement à travailler dans la pluridisciplinarité, de garder cette originalité de la justice restaurative, de penser décloisonnement, flexibilité, adaptabilité, parce que c'est encore ça qui manque pour que la justice restaurative puisse vraiment fonctionner. Il faut qu'on arrive à se défaire de nos habitudes et à travailler ensemble différemment. Et je pense qu'à ce prix-là, on arrivera justement à faire s'implanter la justice restaurative de manière pérenne. Merci. Le mot de la fin à Mayana. Le mot de la fin. Oui. Alors, le mot de la fin. Moi, je voudrais juste reprendre une petite chose dite par Héloïse. Et puis, en fait, donner cet espace de parole et refaire confiance aux protagonistes des deux côtés. Je pense que la réparation, elle vient beaucoup de là. Parce que pour moi, le sentiment de justice, il vient de là, aussi de nous donner la confiance qu'on peut aussi avoir notre propre mot à dire et notre rôle dans notre réparation. Et ce rôle-là, il est malheureusement, même dans les procès,
oublié, mis de côté, ou quand la parole elle est mise à la victime, il y a des enjeux tellement énormes qui sont le temps du procès qu'on n'a pas le temps, nous, d'avoir cette rencontre et d'avoir cet échange de paroles qui est essentiel. Parce que je pense que en tant que victime, finalement, me donner l'opportunité de m'adresser directement à la personne, non seulement lui dire ce que j'ai ressenti, mais de pouvoir échanger avec lui, de pouvoir échanger et de sortir peut-être de cette case dans laquelle l'acte commis m'a mis dans une situation d'infériorité absolue, à passer à un équilibre. Et ça, c'est ce côté actif de cet espace de parole qui est essentiel, sécurisé par la présence du médiateur. Donc, pour moi, c'est ça la justice restaurative. Et c'est se donner la possibilité aussi, finalement, de grandir, d'être responsable et d'avoir pris notre part dans cette réparation. Pour moi, c'est un engagement citoyen et indispensable. Et dans notre société, finalement, on n'a pas beaucoup l'occasion de prendre cette part active qui est pourtant essentielle à notre croissance en tant qu'humain. Merci à tous pour notre lente avancée vers un monde meilleur pour tous. Merci. Merci. Merci beaucoup. Bonne vie. Au revoir à tous. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.